Darwin avait raison, je suis plus un primate. Si je suis un quatre pattes, c'est pour les relations. Accroché à la gorge, suspendu au Donc, nous allons avoir le plaisir d'écouter notre collègue Nathalie Lejeune qui va nous parler donc, de la transe chamanique avec une approche jungienne. Dans les contrées verdoyantes de l'Oise, où les secrets murmurent à travers les feuilles, habite en poétesse Nathalie Lejeune, psychanalyste et hypnothérapeute émérite. Secrétaire générale de l'APE, elle orchestre les mystères de l'âme avec une finesse digne des architectes des merveilles d'ailleurs. Passionnée par les trésors cachés de Gaïa, elle s'engage corps et âme dans des actions collectives, tissant ainsi les fils du progrès des humanités. Son esprit avide de connaissances danse avec les réflexions jungiennes et reichiennes, explorant les méandres des phénomènes spirituels à travers une approche transdisciplinaire. Tu as la parole, Nathalie. Je te remercie. Transe chamanique jungienne. Alors sur cette heure un peu tardive, vous pouvez faire un peu de sieste, c'est le moment. Voilà. C'est pas un petit moment qu'on attend, personnellement je ferais bien la sieste aussi. Lorsqu'on exerce en tant que psychanalyste, il revêt une importance fondamentale de développer un intérêt pour l'anthropologie et l'ethnologie. Je vous encourage vivement à explorer les domaines de l'anthropologie et de l'ethnopsychanalyse. Qu'est-ce qu'un chaman? Le chaman possède une compréhension profonde de son environnement. Il sait comment altérer son état de conscience afin de s'immerger dans une communication intuitive qui le place à la lisière entre la conscience de soi et la conscience en tant que principe universel. C'est grâce à cette capacité qu'il peut ressentir dans son corps la nature des plantes et des animaux, influencer les cellules d'un corps malade et choisir le remède approprié. En état de transe, il réside à la frontière entre le monde visible et invisible, dans un territoire vague qui se rapproche du domaine des esprits, qu'ils soient des esprits défunts ou des esprits liés culturellement à lui, par le biais de son élection et de son initiation. Le chaman est un individu doté de pouvoirs potentiellement dangereux, car ces pouvoirs peuvent s'exprimer à travers les forces du mal. Je vous renvoie à l'ouvrage « Les énergies du mal en psychothérapie », analytique jungienne de Bertrand de Lavazière. Qu'est-ce qu'une transe? Le postulat de départ est que la transe est un biais cognitif auquel tout le monde a accès, que l'on peut activer et quitter à volonté, mais comme le souligne Jung, il ne faut s'aventurer sur ce chemin seulement si un fort ancrage affectif habite la personne qui se prête à cette expérience. C'est un état modifié de conscience caractérisé par une altération de la perception, de la pensée et de la sensation. Dans cet état, une personne peut éprouver une perte partielle ou totale de contact avec la réalité environnante, ainsi qu'une focalisation intense sur des pensées, des émotions ou des expériences antérieures. Les trans peuvent varier en intensité et en durée, allant d'une légère dissociation de la réalité et un état profondément altéré de conscience. Personnellement, j'ai voulu vous faire le résumé d'une transe vécue il y a quelques mois, mais le monsieur n'a pas réussi à me faire partir en transe. J'ai passé une après-midi à écouter du tambour avec ce monsieur, c'est monsieur qui tournait autour de moi avec les tambours, mais je ne suis pas partie. Les trans peuvent survenir de manière différente, notamment spontanément, lors de pratiques spirituelles, méditatives ou rituelles, ou encore sous l'influence de substances psychoactives. Les personnes en transe peuvent présenter divers symptômes, tels que des hallucinations, des rêves éveillés, des mouvements corporels ou une perte de sens et du temps.
La transe a été étudiée par diverses disciplines, notamment la psychologie, la neurologie, l'anthropologie et la sociologie. Et elle revêt une grande importance dans de nombreuses cultures à des fins spirituelles, thérapeutiques ou rituelles. Carl Gustav Jung. Quel est le lien avec Carl Gustav Jung? C'est un des pionniers de la psychologie analytique. Il a exploré des concepts tels que l'hypnose et la transe dans le contexte plus vaste de la conscience. Dans sa perspective, le terme conscience est interprété dans un sens universel, englobant toutes les manifestations du psychisme, depuis les formes les plus élémentaires de la perception intérieure jusqu'au processus de connaissance réfléchie propre à l'humanité. Pour Carl Gustav Jung, nous avons deux personnalités. La première, dans le présent, une seconde dans le passé. La sienne, plus précisément dans le Moyen-Âge. Là, j'ai pensé à Viscera. La deuxième est-elle liée au transgénérationnel. Pendant ses années d'études de médecine, il assiste régulièrement à des séances de spiritisme données par sa cousine Hélène Presswerk. Cette dernière peut incarner différentes personnalités, mettant en scène toute une cosmologie mystique. À la fin de ses études, Carl Gustav Jung rejoint la clinique universitaire du Skosli comme assistant médecin. La clinique est dirigée par Eugène Bleuler, psychiatre suisse, connu pour avoir introduit dans le vocabulaire psychiatrique les termes schizophrénie et autisme. Les techniques pratiquées dans cette clinique avant-gardiste mettent l'accent sur la psychologie et l'hypnose. Carl Gustav Jung s'intéresse aux travaux de James, psychologue et philosophe américain, Flournoy, médecin psychologue suisse. Flournoy et James démontrent que des expériences spirites offrent un champ d'exploration approfondi de la psyché subliminale. Les médiums deviennent des sujets d'études et les psychologues s'emparent des outils de ces derniers afin de tenter de guérir leurs patients. Exemple, Pierre Janet, Morton Price, vont utiliser les méthodes de l'écriture automatique et la boule de cristal, entre autres, pour amener les patients à se remémorer, à faire revenir au conscient des souvenirs oubliés ou des événements traumatiques. Qu'en est-il du chamanisme, de la transe? Qu'en a découvert Carl Gustav Jung? Lorsqu'on examine attentivement la conscience d'être, on découvre qu'au-delà des facultés intellectuelles et émotionnelles internes à l'individu, il existe une dimension externe. Pour illustrer cette idée, on pourrait la comparer à l'évolution d'un concept contemporain que les informaticiens, maintenant, appellent le cloud. Que nous appelions avant l'inconscient collectif ou encore l'égrégore. Ce nuage symbolise un réservoir de ressources extérieures, un dictionnaire collaboratif en quelque sorte. Il semble que depuis les premiers stades de l'humanité, un tel nuage de connaissances se soit progressivement constitué. Ce réservoir renferme le savoir de l'ensemble de l'humanité, une ressource riche en symboles et en archétypes accessibles à tous, auxquels chacun contribue. La différence majeure entre le cloud et l'inconscient collectif, c'est que le cloud, le nuage, ce serait celui qui est justement plus contemporain, celui actuel, que l'inconscient collectif, en fait, engloberait l'humanité, merci, je te remercie, entière. Dans le contexte de la psychologie et des psychiatries occidentales, on a longtemps associé à certains rituels de possession et des pratiques de guérison chamanique à des aspects spectaculaires, évoquant par analogie le théâtre grec antique. Le costume, les breloques dont se parle le chaman laissent supposer que ce sont des outils lui permettant de laisser d'un côté une partie de sa personnalité, disons la personnalité une, pour entrer dans la seconde. Les costumes sont différents d'un peuple à un autre et suivent un schéma culturel de croyances et de rituels. Les débuts, pour les anthropologues, les apparats font partie d'une théâtralisation des rituels chamaniques, un peu comme quand on fait du théâtre. On porte nos costumes, nos habits, et là on rentre dans le rôle du personnage. Les débuts de l'hypnose-suggestion, une technique utilisée au début du siècle dernier, notamment pour traiter les névroses post-traumatiques de guerre, suivait une démarche similaire. En état de transe hypnotique légère, le sujet parvenait à se libérer des répercussions persistantes de l'événement traumatique, soulageant ainsi sa souffrance. Ce processus visant à libérer les traumatismes et la terreur émotionnelle de matière cathartique
était constamment exacerbée. Comme le souligne Bertrand Hill, dans le premier chapitre de son ouvrage « Soigner les âmes », il y a eu une tendance à réduire les pratiques de guérison chamanique à des approches purement psychologiques. Malheureusement, le concept d'efficacité symbolique proposé par Lévi-Strauss se révèle nettement insuffisant pour rendre compte des réalités bien plus complexes, comme le souligne Bertrand Hill. Il est important de reconnaître que l'ethnocentrisme et la rigidité psychologique, en particulier le manque de compréhension que l'inexplicable n'est pas nécessairement irrationnel, contribuent à maintenir les résistances psychologiques dans le monde occidental. Je vais vous lire un court extrait d'une expérience mystique faite par un philosophe et poète Sri Aurobindo. Un jour de juillet-août 1842, alors qu'il se promenait paisiblement dans la campagne pour rejoindre son père. Il marchait le long d'un étroit sentier qui séparait les rizières. Levant les yeux vers le ciel, tout en croquant son riz, il observa un magnifique nuage sombre d'orage s'étendant rapidement, recouvrant tout le ciel. Soudain, à la lisière de ce nuage, juste au-dessus de sa tête, un vol de pluie d'une blancheur immaculée apparut. Le contraste entre les deux était si éblouissant que son esprit se perdut dans des pensées lointaines. Il perdit connaissance et s'effondra, laissant échapper le riz soufflé de sa main. Quelqu'un, compatissant, le ramassa et le porta dans ses bras jusqu'à chez lui. L'intensité de cette expérience, l'émotion qui en découla, l'accablèrent. C'était la toute première fois qu'il fut transporté en extase. Ce premier stade de l'extase, décrit peut-être entendu comme la manifestation d'un sentiment océanique. Beaucoup d'entre nous s'intéressent à des phénomènes psychiques qui, bien que passés sous silence, sont connus depuis tout le temps. Je pense à un ensemble d'expériences structurées, élaborées et réalistes, survenant à l'occasion de certaines conditions physiologiques telles que l'anesthésie générale, coma ou état de mort. La plupart des gens sont convaincus que rien n'existe au-delà du conscient, quand on est conscient, rationnel, vivant. Pour beaucoup, convaincus par une forme assez simpliste de rationalisme, ce type d'événement ne peut tout simplement pas exister. J'ai vécu moi-même une expérience le jour de mes 50 ans lors d'une méditation. Tandis que je méditais, une vision et une sensation d'être projeté dans l'univers m'envahissent soudain. J'observais les étoiles et l'obscurité, lisses, si proches qu'il me semblait pouvoir le toucher. Je fus totalement absorbée, émue comme devant une œuvre d'art, par la couleur extraordinaire de la surface des étoiles, à la fois lumineux et soutenu. C'était magique, même si j'ai cru un instant que j'étais morte pour mes 50 ans. Pourtant, pour certains, convaincus par une approche rationaliste et simpliste de tel événement, ne peuvent tout simplement pas être réels. Quand je les raconte autour de moi, ça ne peut pas être réel. Ou alors, on a peur soit d'être mort, soit d'avoir basculé justement dans notre noyau psychotique et de ne pas pouvoir en revenir. Ça fait 2 ans que c'est là et 2 ans que ça me... Qu'est-ce que la conscience? La conscience, elle appartient à l'univers. Ou plus précisément, l'univers lui appartient. La conscience du vivant n'est que temporairement ancrée dans le cerveau. Mais elle peut s'en éloigner lors de certaines pratiques, telles que la méditation, la prière ou lors de la prise de substances. Elle peut également se détacher définitivement lorsque le corps succombe à la mort. Ce que devient notre conscience après la mort reste un mystère irrésolu. Cependant, il semble parfois qu'il puisse y avoir une interaction entre l'esprit d'un défunt et d'une personne vivante. On dirait que l'esprit d'une personne décédée trouve une voie d'expression à travers le cerveau d'une personne vivante, comme cela se produit lors d'une séance de médiumnité. L'univers et tout ce qu'il contient forment un ensemble indissociable. L'univers se serait formé par des déclinaisons successives, à l'image des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. L'hypothèse selon laquelle une énergie créatrice inhérente à l'univers contiendra en elle-même son propre développement semble plausible. Le hasard ne semble pas jouer un rôle majeur dans l'expansion de l'univers. La pensée et la conscience ne se rapportent pas seulement à 2 concepts distincts, mais le processus de pensée lui-même présente différents niveaux d'intégration dans la psyché. Le conscient, le préconscient et l'inconscient. Ou plutôt, pour éviter toute confusion, le représenté, en voie d'être représenté, et non encore représenté. En d'autres termes, qu'une pensée soit consciente signifie qu'elle est présente à l'esprit, qu'elle est représentée, ce qui ne se confond pas directement avec la conscience, en tant qu'entité spécifique.
résumer la relation entre la pensée et la conscience, tout en les distinguant, il suffit de considérer que la pensée est issue de la conscience. La conscience se situe en amont du processus qui anime la pensée, habituellement désignée comme la conscience dans le sens du cogito, et elle interagit avec elle à notre insu. La pensée n'est pas directement sollicitée car l'action peut être automatisée, mais elle reste en arrière-plan. La conscience peut parfois être responsable d'une soudaine prise de conscience, ou plutôt une prise de pensée, tout comme elle peut être à l'origine d'actes ou d'actions imprévisibles, non contrôlés, voire non désirés, comme le montrent si fréquemment et curieusement les lapsus et autres actes manqués. Le fonctionnement psychique inclut différentes représentations. Par exemple, la dissociation caractérise un état spécifique du fonctionnement mental. L'esprit semble se scinder en deux. D'une part, il y a un mode de fonctionnement automatique et de l'autre, une pensée qui s'émancipe de l'ici et maintenant. Il est tout à fait possible de faire un lien entre les concepts de pensée conscient et inconsciente et celui de dissociation. La dissociation est effectivement une caractéristique du fonctionnement mental qui nous permet d'accomplir deux tâches en même temps. Par exemple, il est possible de conduire tout en étant dans ses pensées, totalement absorbé par un problème à résoudre qui n'a rien à voir avec la conduite automobile. Cette capacité à être absent à soi-même, cette dissociation qui est parfaitement réversible, peut devenir un clivage presque irréversible dans certaines pathologies mentales. La transe peut être définie comme une forme de séparation, de clivage, de dissociation des processus mentaux, séparant la pensée de la conscience. Elle peut subvenir de manière différente, spontanément ou être provoquée. Il existe différentes catégories de transe, allant de légère à profonde, qui nous emmènent plus ou moins loin dans les profondeurs de la conscience. L'état de samadhi, par exemple, peut être comparé, voire assimilé à une forme de transe, tout comme l'hypnose spontanée lorsque quelqu'un est plongé dans ses pensées. Des figures telles que Sigmund Freud, Morton Pretz, Pierre Janet, Ernest Hilgard ont apporté leur contribution au concept de dissociation et des études en neurophysiologie sur la transe, réalisées grâce à la tomographie par émission de positrons, ont confirmé certains aspects des hypothèses avancées par les sciences humaines. Différentes équipes de recherche aux États-Unis et en Belgique ont montré grâce à l'imagerie médicale que lorsqu'un individu se remémore un souvenir, ça c'est important, se remémore un souvenir pendant une séance d'hypnose, l'ensemble des structures cérébrales est activé. Les aires visuelles, synesthésiques, le cortex frontal et préfrontal qui sont impliqués dans la gestion des réponses émotionnelles, ainsi que les aires du langage. En revanche, lorsque le même récit est évoqué dans un contexte ordinaire, il n'active principalement que les aires du langage situées dans l'hémisphère gauche chez les droitiers. La dissociation qui survient pendant la transe permet une véritable reviviscence d'un épisode passé, tandis que le rappel d'un souvenir dans l'état de veille ordinaire se limite généralement à une simple narration. Nasio en parle justement dans une de ses vidéos, dans un de ses cours, que l'émotion doit être présente lors d'un récit traumatique. Si elle n'est pas présente, ce n'est qu'une narration et il ne se passe rien. Cette différence fondamentale est exploitée dans le contexte de la psychothérapie. La dissociation permet une répartition nouvelle de l'énergie psychique. Une hypervigilance interne coexiste avec une faible présence au monde extérieur. Le sujet se trouve alors dans sa conscience, capable de revisiter mentalement une série d'événements de sa vie ou de plonger profondément dans un processus de rêverie et de créativité. Alors je vous passe tout un pan en fait de la conférence. Jung a avancé l'hypothèse de l'existence d'un espace de conscience qui ne se limite pas à la psyché individuelle, mais qui est universel et qui s'est développé depuis les origines de l'humanité. Il a appelé cela l'inconscient collectif, structurant un archétype symbolique. La psyché humaine est vue comme un espace virtuel constitué de ces archétypes qui sont initialement vides et qui s'enrichissent au fil de la vie par le biais des expériences. Ces archétypes universels sont des ressources présentes dans l'inconscient collectif. Et leur rencontre avec les archétypes mineurs du moi tout au long de la vie conduit à l'individuation, c'est-à-dire au développement personnel. Jung a également postulé l'existence du grand archétype organisateur, représentant du divin.
qui peut être en contact avec le moi de la même manière que les autres archétypes. Ces ouvertures de la psyché sur l'inconscient collectif et le soi contribuent à l'individuation, amenant progressivement la réalisation du moi. L'idée que la vie et l'évolution du vivant montrent une tendance vers l'ordre plutôt que vers le désordre est intéressante. Cela suggère que l'entropie négative, c'est-à-dire une évolution vers des formes plus complexes et organisées, pourrait être une caractéristique inhérente de la vie. Au lieu de considérer l'adaptation sélective darwinienne comme la seule force motrice de l'évolution, cela suggère que l'innovation et la coévolution pourraient également jouer un rôle essentiel. Cette idée ouvre la porte à la possibilité que la vie soit animée par une forme de conscience intrinsèque, une force créatrice qui la pousse vers de nouvelles formes d'existence. Cette vision contraste avec l'idée que tout dans la nature est le produit du hasard. Les questions sur la conscience et la matière sont profondes et philosophiquement complexes. Elles remettent en question la nature même de la réalité et la relation entre le sujet et l'objet. Est-ce que notre perception et notre compréhension de la réalité sont façonnées par notre conscience? Ou bien existe-t-il une réalité objective indépendante de notre perception? Ces interrogations persistent et ont suscité des débats philosophiques depuis des siècles. Le concept d'imaginal, introduit par Henry Corbin, est également intrigant. Il définit un espace qui se situe entre le monde abstrait de l'intellect et le monde empirique des sens. L'imaginal n'est pas simplement l'imaginaire, de l'irréel ou de la fiction, mais plutôt un domaine intermédiaire. Cela suggère qu'il existe des niveaux de réalité qui échappent à la stricte dualité entre le concret et l'abstrait, entre le réel et l'imaginaire. Cette notion d'un continuum entre l'imaginaire et l'imaginal soulève des questions fascinantes sur la nature de la perception, de la réalité et de la conscience. La description faite sur le parcours de l'individuation, selon Carl Gustav Jung, est très poétique et éclairante. Le livre rouge est en effet une œuvre majeure de Jung, dans laquelle il a consigné ses propres expériences intérieures et ses réflexions sur le développement de la psyché humaine. Le parcours de l'individuation, tel que Jung l'a vécu et décrit, est une aventure intérieure profonde et complexe. Il commence par la libération de l'esprit des attentes et des directives conscientes, ce qui permet à l'individu d'explorer les profondeurs de la psyché d'une manière ouverte et non directive. Cela peut être comparé à la descente d'une rivière tumultueuse avec des moments de chaos et d'harmonie, de beauté et d'horreur. En fin de compte, l'individuation est un voyage vers l'authenticité et la plénitude de l'être, où l'individu devient en harmonie avec le cosmos et découvre une forme de sacralité dans l'existence. C'est un concept riche et complexe qui continue d'inspirer de nombreuses personnes dans leur quête de sens et de croissance. Je voulais vous lire quelques citations de Jung, je vais me contenter de 2 citations. Mes amis, il est sage de nourrir l'âme, sinon vous élevez en votre sein des dragons et des diables. L'esprit des profondeurs m'a appris à dire « Je suis le serviteur d'un enfant ». Par ces mots, j'apprends surtout l'extrême humilité, qui est ce qui me fait le plus grand défaut. Jung, la psyché que l'on a tendance à prendre comme un fait subjectif s'étend en dehors de nous, hors du temps, hors de l'espace. Plus les couches sont profondes et obscures, plus elles perdent de leur originalité individuelle. Plus elles sont profondes, c'est-à-dire plus elles se rapprochent des systèmes fonctionnels autonomes, plus elles deviennent collectives et finissent par s'universaliser et par s'éteindre dans le matériel du corps, c'est-à-dire dans les corps chimiques. Le carbone du corps humain est simplement carbone. Au plus profond d'elle-même, la psyché n'est plus qu'univers. Corinne Sombrin, célébrée pour ses expériences chamaniques, s'est prêtée au jeu du cobaye en Suisse auprès de scientifiques. Les 10 scientifiques ont bien remarqué des mouvements cérébraux et lui ont suggéré de stopper les expériences. L'état dans lequel elle rentrait pouvait laisser supposer un état psychotique ou une grave dépression. Je me suis posé la même question, la différence entre un chaman et un sujet psychotique. Carl Gustav Jung, en 55-56, y répond dans le livre rouge, où il évoque l'imagination active.
Si cet investissement personnel offre l'apparence d'une psychose, c'est parce que le patient intègre les mêmes contenus fantasmés que ceux qui frappent un malade mental, lequel ne veut les intégrer, mais est englouti par eux. Alors j'ai trouvé l'intervention de Thiago très intéressante, parce que ma question, moi, c'est que est-ce que la transe peut permettre à un psychotique de sortir de sa psychose? Merci.